Super. Bonjour tout le monde. Alors bienvenue dans ce nouveau webinaire, dans cette série de webinaires organisés par la Fabrique des Mobilités, notre association. Donc du coup depuis le début de cette année et même avant à vrai dire sur ce sujet de la standardisation. Pour un rappel, on fait cette série de webinaires grâce au soutien de la DGITM. Donc merci à eux à nouveau. Sujet du jour aujourd'hui, je vais vous l'introduire un petit peu juste après, mais on va vraiment parler des outils. Il y avait ce constat qu'on avait fait lors de nos derniers webinaires que il y avait un vrai besoin autour des standards et en particulier des standards riches, mais je vais y revenir. Et on s'est vite rendu compte que pour finalement parler de la pratique autour de ces standards, c'était bien de parler aussi des outils qui les manipulaient. Euh, Et, euh, et c'est un peu le but du webinaire d'aujourd'hui. Alors, comment ça va se dérouler ensemble? On a une introduction que moi je vais vous présenter. Donc, je suis Alex de la Fabrique des Mobilités, responsable technique dans l'association. Dans cette intro, je vais aussi vous parler un petit peu d'un travail qu'on a fait ces derniers mois à la Fabrique autour des outils. On a créé un référentiel, pas un référentiel, mais plutôt un panorama, un petit truc que je vous partagerai sur euh, où se placent finalement les différents outils existants, ceux qu'on a pu pour le moins référencer. Juste après mon introduction et cette présentation, du coup, on va entendre Brewen qui va nous parler du point national. Bon, pour certains d'entre eux, je l'ai vu dans la salle, ça va faire un petit peu de la redite, mais ce qu'on va se concentrer aujourd'hui avec Brewen, c'est sur la partie, finalement, quels sont les outils au sein aussi du point d'accès national qui sont à disposition et qui peuvent aider en tant que référentiel central. Suite à l'intervention de Brewen, on a deux interventions et deux retours d'expérience. L'un sur euh, de personnes finalement qui, via la création de référentiels au sein de leurs structures, ont pu être amenés à utiliser ces outils, ou alors, du moins l'un d'entre eux. Donc, ce sera Jérémy et Laura. Jérémy qui nous reparlera plutôt du côté de RATP équipe Île-de-France, donc un peu un côté opérateur, et puis Laura qui nous parlera plutôt de cette partie au niveau régional ou à web. Des points de vue assez différents, mais finalement vous allez voir qu'ils sont assez sensibles. Moment le même, pardon. Des questions-réponses et une conclusion si on a l'occasion de le faire. Normalement, on est tous ensemble jusqu'à 11 heures, mais si on est efficace, on terminera plus tôt, comme prévu. Un petit rappel pour tout le monde, comme d'habitude, tous les webinaires de la Fabrique, ils sont enregistrés, ils seront mis à disposition à tout le monde sur notre chaîne YouTube. On vous partagera aussi les présentations après. Et puis généralement, on a un petit article sur notre page wiki qui résume un petit peu ce qu'on s'est dit, avec les points saillants ou éventuellement une prise de notes qui sera partagée. Donc voilà, c'est pour éviter qu'on pose la question. Un petit rappel en deux mots, ce que c'est que la Fabrique des Mobilités, donc une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général parce qu'on travaille sur l'innovation ouverte en faveur de la mobilité durable. Donc on fait plusieurs choses, ces webinaires c'en est qu'une parmi tant d'autres. On fait des expérimentations, des animations de communauté et des études. On a beaucoup travaillé sur le sujet de la standardisation parce qu'on avait une communauté aussi standardisation qu'on continue d'avoir. Donc vous faites pour la plupart d'entre vous partie. Merci d'ailleurs. Ok, dans le vif du sujet, en tant qu'introduction, je voulais vous rappeler un petit peu les grandes étapes du cycle de la donnée de mobilité. Pour ce webinaire, je vais vous proposer de les diviser un petit peu en quatre. Donc, on a une partie collecte de la donnée sur le terrain. Dedans, je mets aussi les SAUIV. Donc, pour rappel, un SAUIV, c'est un système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur. Mais en fait, dans cette catégorie-là, on met tout ce qui est proche finalement des opérateurs de transport. C'est vraiment les personnes qui vont générer la donnée initiale. Donc, par exemple, on peut avoir un logiciel d'optimisation de tournée ou de distribution des chauffeurs pour une ligne de bus ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle habituellement le graphiquage ou l'habillage, mais c'est des termes un petit peu techniques. Et en gros, c'est vraiment la source initiale des informations. La deuxième partie, ça va être sur la production au format standard. Donc ça, généralement, c'est fait après que cette donnée initiale soit agrégée, finalement. Troisième étape, la publication sur un référentiel. Ça, c'est une étape qui a été grandement simplifiée grâce au point d'accès national, mais Brewen en parlera
dans sa partie. Un petit rappel, hein, aujourd'hui en France, et c'est vrai aussi pour toute l'Europe, bah, il y a des points d'accès nationaux, donc vraiment des endroits centralisés, des référentiels centralisés sur lesquels il y a une réglementation qui oblige la publication des données. Donc en gros, ils sont référencés comme les endroits où la donnée doit être partagée. C'est tout l'intérêt d'avoir un point central. Et une fois qu'ils sont publiés sur ce référentiel, on a l'utilisation et la réutilisation, qui est cette dernière étape. C'est finalement le moment où on va venir consommer les informations qui sont disponibles sur ces référentiels centraux, dans le but de les afficher ou de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc la réglementation européenne a beaucoup poussé, la loi française aussi, pour une réutilisation dans des calculateurs d'itinéraires ou dans des masses. Hein, c'est la mobilité par application de service. Donc c'est ces logiciels qui informent finalement les voyageurs sur la disponibilité des transports en commun, entre autres. Mais pas que. En fait, il y a aussi plein d'autres usages. On en a vu par exemple sur la modélisation des transports, dans la recherche, sur le tourisme, dans l'immobilier aussi. Il y a certains usages où c'est de l'optimisation immobilière. Pour cette dernière partie de réutilisation, c'est plutôt concentré aujourd'hui sur les outils qui facilitent finalement la consommation de ces données, pas tant sur des outils en tant que tels qui sont des masses ou des choses comme ça, vu qu'on a eu l'occasion d'en parler à d'autres moments. Donc voilà, bien garder en tête du coup que sur cette première étape de collecte, on met vraiment beaucoup de choses. C'est tout ce qui sert à créer la donnée initiale. Généralement, il y a des outils qui sont propriétaires là-dessus, mais je vais y revenir. Et pas toujours conforme au format des standards, et c'est pour ça en fait qu'on a cette étape supplémentaire en deuxième étape de production format. Ok, un petit rappel aussi, parce que ça vaut le coup, de pourquoi est-ce qu'on parle de standard et pourquoi est-ce qu'on fait de la standardisation. Hein. Ça passe d'abord par l'ouverture des données, donc je vous ai remis un petit peu des points saillants qui avaient été sortis du dernier rapport de l'autorité de régulation des transports. Donc rendre accessible l'information essentielle sur la mobilité à tous, stimuler l'innovation aussi, ça c'est un grand point de l'open data, mettre en avant les modes de transport alternatifs à la voiture et inciter au report modal, parce qu'il y a quand même cette dimension derrière assez simple qui est que quand on ouvre une nouvelle ligne de bus, si personne n'est au courant que la ligne de bus a été ouverte, c'est comme si on ne l'avait pas ouverte. Hein. Donc c'est super important que ça se retrouve et ça passe par l'open data. De quoi ça a besoin finalement cette ouverture des données? Ça a besoin de formats qui sont à peu près compatibles entre tous les gens qui la partagent, cette information. Ça veut dire en France en particulier beaucoup d'acteurs en réalité. On pense souvent aux grands réseaux métropolitains, mais en fait même dans un réseau métropolitain, il y a beaucoup d'opérateurs différents de différentes lignes de bus, de différents services de transport à la demande et évidemment du transport lourd qui est le plus visible dans les grandes villes. Ça veut dire des producteurs avec qui ont chacun des données aussi assez différentes finalement, des données de planification, des données de billettique et d'état d'une flotte. Et puis les consommateurs, j'en ai parlé un petit peu dessus. Ça, dans l'idée initiale, c'était les masses, mais c'est aussi des simples calculateurs d'itinéraires qui ne font qu'afficher ça. Un petit exemple que j'ai entendu récemment et que vous pourrez, je pense, bientôt entendre dans un podcast sur le PAN qui sera bientôt publié. Je crois que l'auteur est là. Oui, je vois Walid dans la salle. Diffuser les nouveaux horaires d'un bus à des millions d'utilisateurs, c'est grâce par exemple à l'open data et au point d'actionnel, ça a été possible dans Google Maps à Lyon. L'idée est de le faire sur tous les réseaux de France, hein, mais c'est assez sympa d'entendre finalement que grâce à cette politique d'ouverture, on n'a pas des géants qui ne se concentrent uniquement sur de l'information pour les très 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 grandes villes, mais c'est vrai aussi pour le reste du territoire. Et là, je trouvais l'exemple assez sympa que Lyon, pour Google, c'était pendant une période pas considéré comme un territoire prioritaire. Ok. Alors pourquoi des standards riches? J'ai ajouté le petit mot riche. Il y a une galaxie de standards et de normes du coup qui ont créé au niveau européen, Transmodel, Netex, Siri pour les citer, et ils viennent finalement en complément de standards internationaux
liées à l'information voyageur et au calcul d'itinéraire. On cite très régulièrement les TFS comme un petit peu celui qui a été très adopté. Donc, on a eu un webinaire qui était complètement dédié à la fabrique des mobilités sur ce sujet-là, de GTFS à DTEX. Je crois qu'on l'a fait au début du deuxième semestre de cette année, ou peut-être avant. Enfin bref, je vous invite à vous y référer pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que des standards riches, ça permet aussi des nouveaux cas d'usage. On ne se limite pas forcément uniquement au calcul d'itinéraire, ce qui est vraiment la spécialité de GTFS, il n'y a pas de raison de changer. Mais on peut aussi l'enrichir grâce à ces nouveaux standards. Donc, on peut parler de beaucoup de choses autour des cheminements, de l'accessibilité des transports, pas seulement dire que une station ou un bus permet l'accès en fauteuil roulant, mais aussi d'aller décrire vraiment finement le dénivelé, la hauteur de la rampe, etc., etc. Donc, il y a eu un gros travail, notamment par la DMA autour de ce sujet de l'accessibilité. Il y a plein d'informations aussi en ligne et de webinaires, et c'est vraiment un point qui est assez capital et qui nécessite finalement ces standards un peu plus riches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien décrire l'offre tarifaire de manière très très fine. On peut aussi avoir des cas sur l'opérationnalité des services de mobilité, la multimodalité, etc., etc. Il y a un état des lieux de l'association IT4PT qui revient très en détail sur ces sujets-là, que je vous ai mis aussi en lien par ailleurs. Vous l'aurez dans la présentation un petit peu. J'ai quand même voulu vous donner quelques exemples, parce que parfois on ne s'en rend pas bien compte de ce qu'est-ce qu'on veut dire derrière cet apport finalement des standards riches. Par exemple, sur l'intermodalité ou l'interopérabilité, il ne faut pas oublier que quand on parle des standards un peu plus classiques, on a un jeu GTFS par opérateur. Ça veut dire que concrètement, quand on essaie de créer un référentiel ou quelque chose de commun à plusieurs opérateurs et modéliser le réel avec plusieurs opérateurs, ça devient un peu difficile parce qu'il y a tout un jeu finalement et toute une manipulation à faire sur comment est-ce que l'arrêt de bus décrit par opérateur 1 et en fait le même arrêt de bus décrit par opérateur 2 et qu'est-ce qui se passe quand j'en change un et pas l'autre, quoi. Un exemple, par exemple, d'interopérabilité entre opérateurs qui est plus facile finalement avec un standard riche ou une norme, ça va être la correspondance entre différents modes de transport. Une correspondance garantie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décrit à un calculateur d'itinéraire, par exemple, que s'il y a un train qui est en retard, le bus vous attendra. Ça, quand on a des jeux finalement séparés les uns des autres, c'est pas du tout possible. Netex permet de ça. Bon, pour ceux qui ont vraiment envie de se plonger dans la documentation de Netex, c'est ce qu'on appelle l'interchange. Mais qu'est-ce qu'on a aussi? On va beaucoup en parler aujourd'hui sur les référentiels et l'harmonisation de ces référentiels. Donc, il y a un peu un défi au niveau régional, et Laura en reparlera, mais quand on est une région, on rassemble finalement des référentiels ou des jeux qui viennent d'abord d'autres AOM ou d'autres collectivités plus petites et ensuite des opérateurs éventuellement. Et là, cette fusion de toutes ces choses-là, ça nécessite quand même de pouvoir le modéliser, le lien entre les choses, etc. Et donc, je en parlais à l'instant, mais on avait l'idée d'un arrêt de transport en commun qui est partagé, typiquement. Ça, encore une fois, par exemple, Netex permet de garder référence de qui a déclaré cet arrêt, mais de le rassembler dans un seul sans trop manipuler des champs spécifiques, quoi. Et enfin, un dernier exemple pour illustrer la description complète des infrastructures. Donc, j'en ai un petit peu parlé avec l'accessibilité, mais ça joue beaucoup là-dessus. Avoir un standard riche, ça permet aussi de dire que de décrire l'accès à une gare, de décrire exactement comment le quai est fait, l'état des ascenseurs, par exemple, dire qu'il est non fonctionnel ou fonctionnel, les parkings à vélo, etc., etc. Enfin, l'idée était vraiment dans un modèle cœur qui est transmodèle, donc modèle de données, de pouvoir décrire vraiment tout, ce qui correspond à l'offre de transport. Et ensuite, au choix des personnes de prendre un petit peu ce qu'ils veulent au sein de cet éventail. Bon, qui dit une norme riche, par contre, dit qu'il y a quand même une forme de complexité. C'est non négligeable. Mais en fait, c'est une complexité qui est à l'image de l'offre réelle, quoi. La vraie vie est complexe, et en particulier dans les transports. Et donc, c'est finalement attendu qu'une modélisation de cette richesse soit riche aussi. Dans un précédent webinaire, du coup, on a eu quelques citations que je vous ai remises ici qui nous a un petit peu motivés, du coup, pour ce webinaire d'aujourd'hui. Il est plus possible de faire à la main, il faut se baser sur des outils et des bases de données partagées. C'est ce qui a un petit peu motivé le webinaire, mais aussi
la standardisation un peu plus riche en général. Et ensuite, il y a des solutions de référentiel de données, et c'est souvent ces outils-là en fait qui vont être en charge de produire les formats qu'on vient de citer, donc le NetEx ou le Siri, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher derrière ces outils, hein. On dit souvent que c'est bien d'apprendre les bases, etc. Il y a une super formation, hein, qui a été proposée par la DGITM, sponsorisée même par la DGITM, qui a un accès libre sur, par exemple, le format NetEx, pour comprendre un petit peu ce qui est possible. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce qui est possible derrière avant d'en demander à ces outils. Mais en pratique, l'usage passe par les outils qui sont présentés aujourd'hui. Il faut la théorie pour poser les bonnes questions, hein. C'est souvent un petit peu ce qu'on dit. Ok, donc notre ébauche du coup de référentiel. Quelques petits mots avant de vous le présenter, de rentrer dans les détails. Vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit illisible, hein. Je vais zoomer juste après. Je voulais juste mettre une illustration pour cette slide, qu'elle ne soit pas trop vide. Donc, je dis ébauche parce que c'est évidemment non exhaustif, hein. À vrai dire, la catégorisation est probablement aussi incorrecte, hein, je tiens à le préciser. La vérité, c'est que c'est très difficile de savoir, d'identifier ces outils-là et de savoir où est-ce qu'ils se placent exactement dans les différentes catégories. Donc, si des personnes se reconnaissent dans la salle ou plus tard, ceux qui regardent ce webinaire en différé, jugent que quelque chose n'est pas précis, n'hésitez pas à nous contacter, hein. C'est comme tout ce qu'on crée à la fabrique, c'est créé de manière commune. Donc, le but, c'est de l'améliorer au fil de l'eau. Typiquement, il y a des logiciels qui sont en réalité compatibles avec certains standards qui ne l'affichent pas de manière commerciale, alors que bon, ils devraient ou ils pourraient. C'est une stratégie, mais du coup, c'est un petit peu difficile de savoir. Donc, je zoome un petit peu. Normalement, hop là, on passe sur ici, sur le Miro que j'ai créé. Pour vous présenter un petit peu le truc, donc en haut, on retrouve le cycle de vie de la donnée, donc ces 4 étapes que je vous ai présentées juste avant. Je vous présente aussi un petit peu la légende de la coloration, même si elle n'a pas une importance capitale, hein. Il y a en bleu les initiatives qui sont portées par l'État français, ou en tout cas soutenues. En rose, magenta, au choix, les initiatives qui sont plutôt portées par des associations. Donc ici, dans la standardisation, on retrouve beaucoup les outils qui sont créés par Mobility Data, qui fait un très gros travail autour de GTFS et les dérivés. Ensuite, bleu turquoise, on a les initiatives qui sont portées par des acteurs privés. Et enfin, des outils ouverts qui sont finalement très souvent utilisés par ces mêmes opérateurs. Ce que j'ai proposé comme division un petit peu du tableau, c'est de parler des données théoriques et des données temps réel. On se rend compte quand même qu'à regarder les outils, il y a souvent un peu une différenciation entre les deux, des outils qui se spécialisent d'un côté ou dans l'autre. Et puis après, à chaque fois, pour chaque grande catégorie de type de données, j'ai subdivisé en gros avec les grands standards ou normes qui sont actuels, quoi. Dans les données théoriques, du coup, on retrouve NetEx et GTFS. Ce qui est intéressant, c'est que les subdivisés NetEx entre le profil français et le profil général. Donc, un petit rappel, hein, là-dessus. NetEx est une norme européenne, et chaque pays ou assemblement de pays peut choisir de mettre des règles spécifiques à son territoire dessus. C'est ce qu'on appelle les profils. Pourquoi cette subdivision? On se rend compte en fait que il y a beaucoup d'outils, par exemple, qui ont été créés par et pour le nord de l'Europe, qui utilisent finalement les profils génériques de NetEx ou spécifiques aux pays nordiques, quoi. Ça veut dire que c'est des outils qui sont pas forcément, ils sont majoritairement compatibles avec la standardisation et la norme en France, mais pas complètement. Et donc c'était bien aussi de voir, de séparer un peu les deux et de voir qui était finalement le plus compatible. Je ne suis pas allé jusqu'au détail de mettre aussi les versions des différents profils ou des différentes normes, parce que sinon le tableau est déjà compliqué comme ça, quoi. Côté données en temps réel, du coup, on a Siri et GTFS-RT ou GPFS aussi pour séparer, mais vous allez le voir, en fait, on retrouve les mêmes outils dans la plupart des choses. Donc, pour zoomer sur quelques-uns d'entre eux,
À titre d'exemple, même si je ne vais pas vous dérouler tout le tableau, je vous laisserai le découvrir, hein. Sur la collecte, en profil français, on retrouve les outils liés à l'accessibilité, qui sont finalement ceux qui ont été portés par le programme Accès Libre Mobilité et tout ce travail, comme je le citais, de la DMA. Un truc qui est intéressant sur la production, c'est que souvent on retrouve ce que j'ai noté comme outil complet. Donc, outil complet, ça va être finalement des outils qui sont souvent des outils de référentiel et qui couvrent un petit peu toute la chaîne. C'est pas juste un outil qui sert à la conversion, par exemple, d'un format à un autre. C'est un outil qui va accompagner l'utilisateur dans l'acquisition ou la récolte des données initiales, dans leur formatage, dans leur enrichissement, pardon, aussi évidemment, et en bout de chaîne dans leur transformation dans des formats standards et publication vers un référentiel partagé. Donc là, on en a quelques-uns qu'on retrouve, beaucoup d'initiatives privées parce que c'est souvent des outils partagés en SAS, en SaaS, pardon, Software as a Service. Quelques convertisseurs aussi, et puis évidemment, j'ai mis les ressources dont je viens de citer. Si je regarde un petit peu la différence, comme je le disais, entre le profil français et le profil général. Bon, si on est compatible profil français, on est compatible profil général, hein, c'est évidemment le cas. Mais là, il y a quelques ressources qui ont été plutôt portées par le projet Data for Pity. Donc, si vous ne le connaissez pas, ce projet, c'est un super projet de référencement justement d'outils et aussi de création de certains d'entre eux. Donc, il y a un wiki qui est très complet, mais c'est plutôt sur la partie finalement européenne de Netex, si je ne me trompe pas. On en retrouve un certain nombre, hein, évidemment, côté GTFS. Ici, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup des outils d'information, pardon, d'aide à l'exploitation, etc., de graphiquage habillage, vraiment des outils liés à l'opérationnel de la gestion d'un réseau de transport, qui proposent des exports vers GTFS aussi de leur côté. Il y en a très peu d'entre eux qui proposent des exports vers les standards les plus riches, les normes les plus riches. Sur les outils complets, on retrouve en fait la plupart des mêmes acteurs que je viens de citer avant, puisque généralement, de la même manière que si on est compatible avec le profil français, on est généralement compatible avec le profil international. Quand on est compatible Netex, qui est plus riche, on est aussi nécessairement compatible avec GTFS. Voilà. Thierry et GTFS RT sur la partie temps réel, même chose. Un certain nombre d'acteurs, on retrouve souvent les mêmes. En réalité, il y a un peu on y reviendra sur Siri, mais c'est un standard qui reçoit quand même une adoption un peu plus importante, et donc forcément, le nombre d'acteurs qu'on retrouve dans la collecte, etc., il l'est aussi. La publication sur un référentiel, du coup, ça se résume assez rapidement au point d'accès national, hein, puisque ça a été quand même grandement simplifié. Donc c'est pour ça que cette colonne est un peu vide, mais c'est une bonne chose qu'elle le soit aussi. Je tiens quand même à noter la Mobility Database, hein, qui est une base de données assez bien faite, internationale du coup, portée par Mobility Data, qui référence tous les jeux du coup de la Galaxy GT/FS et autres au niveau international. Donc à garder en tête tout de même si jamais vous êtes un acteur qui s'intéresse aux transfrontaliers par exemple. Et enfin sur l'utilisation. Donc pour rappel, hein, on se concentre ici vraiment sur des outils techniques qui aident à la consommation. Il y en a des centaines et des centaines, hein, dans la galaxie GTFS, Siri principalement. Il y en a un peu moins. Sur les standards un peu plus riches, c'est un petit peu un manque qu'on pourrait constater. Donc, par exemple, des outils qu'on aurait pu retrouver là-dedans, ça va être des outils qui aident à la visualisation des données. Des petites librairies ou des choses comme ça un peu techniques, je ne vais pas rentrer trop dedans, mais je pourrais à l'occasion. Mais aussi des validateurs de données, des choses qui aident un petit peu au traitement, à regarder le contenu, etc., inspecter un petit peu d'une manière ou d'une autre. Je regarde rapidement. Ouais, merci de compléter, effectivement. Je vois le chat là.
C'est super, c'est exactement ce que je voulais. En présentant quelque chose de partiel, ça permet de compléter au fil de l'eau. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer les partages. Ok, je reviens là-dessus. Les petits points d'attention, du coup, suite à ce référentiel, je me répète un petit peu, mais bon, on se rend compte qu'il y a peu d'outils pour faciliter la réutilisation des données latex. C'est pas surprenant, honnêtement, puisque bah, c'est un travail en cours. L'adoption est en cours, en particulier des profils français qui sont récents, entre guillemets, à l'échelle finalement de la standardisation. Donc, je me fais pas trop de soucis personnellement, je pense que ça va arriver. Peu de lien avec les outils de SIG. Donc, je pense par exemple ArcGIS, QGIS. Faut se rappeler hein, que quand on est dans la voirie ou même beaucoup de chercheurs sur le sujet, ils utilisent des outils vraiment spécialisés sur le géographique. Et c'est pas mal utilisé. Et là, bah, on voit vraiment la différence hein, entre le monde du transport et le monde de l'urbanisme, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a peu de lien entre les deux. Dans le référentiel, on a cité un qui a été créé justement dans le cadre de l'accessibilité qui s'appelle QAccess, QAccess, pardon, qui crée le lien entre les deux, mais en fait, il y en a peu. Et je pense qu'il y aurait aussi quelque chose à faire autour de ça. Et enfin, bah, on a parlé un petit peu des outils d'exploitation. Il y a quand même peu d'intégration dans ces outils d'exploitation. Ce qui est dommage parce que c'est la source initiale et on perd peut-être une richesse dans les exports liés à ça. Quoi. Un petit résumé du coup de ce travail qu'on a fait côté FabMob pour synthétiser rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils. Vous avez vu, il y a plein de post-it. Hein. C'est une bonne chose. Ils deviennent en particulier pertinents quand on parle de référentiel, et ça tombe bien vu qu'on va en parler juste après avec nos intervenants. Bon, qui dit référentiel et grand référentiel dit que bah, ça s'adresse peut-être aussi à des gens qui ont besoin de référentiel, donc plutôt au niveau groupe ou AOM. On se rend compte qu'il y a des mêmes solutions qui couvrent l'ensemble des étapes d'un cycle. Hein. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller chercher 30 outils à chaque fois. Il y a tout de même une spécialisation entre temps réel et non temps réel, mais c'est normal. Des normes européennes, du coup, qui permettent la modélisation de manière exhaustive pour ces référentiels. Un truc qui était assez intéressant de voir, c'est que quand bien même il y a des outils qui n'affichent pas de manière claire un usage de ces normes européennes, en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en interne, il y a beaucoup de concepts qui sont empruntés de Transmodel, par exemple, du modèle. Donc, c'est une bonne chose. Entre outils privés, outils fermés et outils ouverts, il y a quand même beaucoup de solutions qui sont privées face aux outils ouverts, mais en fait, on se rend compte que souvent, ils utilisent la même base. Il y a eu un grand travail par la FIMB il y a quelques années qui est lié à la création de l'outil chouette. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes l'utilisent aujourd'hui dans leurs solutions. C'est un bel exemple, en tout cas, de commun numérique. Dans l'idée, hein, vraiment, c'est commun numérique, c'est de créer des ressources qui sont réutilisées. Il y a de la valeur qui est créée dessus. Et donc, de voir quelques acteurs et plusieurs acteurs différents, finalement, se baser sur des mêmes ressources, c'est une bonne chose. Et enfin, un dernier point un peu plus pratique, hein, qui est que on constate, du coup, avec cet ensemble d'outils, qu'il y a une possibilité pour des directions informatiques au sein de groupes ou au sein de collectivités de se saisir finalement de ces outils ouverts afin de créer leurs propres solutions. Mais bon, n'oublions pas que la prise en main quand même n'est pas évidente, hein, dû à la complexité des réseaux de transport. Je vérifie qu'il n'y a rien oublié sur cette slide. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, du coup, comment est-ce qu'on choisit Bon, je ne vais pas vous donner la solution, entre guillemets, vu que c'est un peu au cas par cas qu'il faut regarder. Ça, c'est plus une opinion qu'une stratégie annoncée, hein, mais je me rends compte que l'outil, finalement, le choix repose surtout sur de l'humain, en réalité, et que dans tous les cas, malgré les performances techniques d'un outil ou d'un autre, il faut être accompagné hein, dans la création d'un référentiel, parce qu'il y a beaucoup de choix sur, finalement, qu'est-ce qu'on utilise, quelles données on va choisir, etc., etc. Les normes permettent de faire tout, ou beaucoup de choses du moins.
Mais il y a quand même un certain nombre de choix à faire et des stratégies autour de ça. Donc finalement, le choix d'un outil, ça repose beaucoup sur l'accompagnement et l'usage de cet outil. Sous réserve que l'outil soit compatible avec les normes qui ont été citées juste avant. En fait, la technique sont souvent à peu près équivalentes, hein, d'un point de vue vraiment externe, très très gros. Euh, donc voilà, je dirais qu'il faut presque plus se concentrer sur la partie humaine. Et puis l'outil sert aussi parfois de support pédagogique finalement pour un petit peu apprendre etc. Je sais par exemple que du côté du point d'accès national, il y a des outils, mais en fait il y a aussi beaucoup de services et que le point d'accès est là pour accompagner sur ces sujets, quoi. Il y a aussi un choix, un critère un petit peu important qui est sur la compatibilité avec les systèmes existants. Donc, quand bien même un outil est capable d'ingérer et d'exporter du standard, et ça c'est super parce que c'est tout l'intérêt du coup de ne pas s'enfermer avec une solution ou une autre, il y en a où finalement c'est les mêmes acteurs, où ça fonctionne un petit peu mieux. Euh, donc, bon, pour vous donner quelques exemples, hein, que je n'ai pas mis sur la slide, hein, mais quand on a Île-de-France Mobilité, par exemple, qui pousse beaucoup pour du Siri depuis quelques années, avec certains partenaires euh, et logiciels, ça paraît un petit peu logique que des acteurs autour de l'Île-de-France se mettent à utiliser même les mêmes logiciels, par exemple dans Route, sur pour manipuler leur Siri, quoi. Un autre exemple, on va avoir si Nouvelle-Aquitaine Mobilité a construit son référentiel en même temps que la société Okina s'est construite, parce qu'ils étaient vraiment en soutien derrière, ça paraît assez logique qu'il y ait un truc qui continue autour de ça et que les futurs référentiels dans cette région-là utilisent ces outils-là, quoi. Même chose sur la compatibilité entre différents systèmes. Y a certains acteurs qui couvrent un peu plus la chaîne. Je pense à l'Umiplan, par exemple. L'Umiplan fait aussi de la signalisation. Si on est sur un territoire qui fait de la signalisation d'information voyageurs, il peut y avoir une logique à eux aussi utiliser les outils dans la galaxie de l'Umiplan pour créer le référentiel. Et dans l'autre sens, si on prend l'exemple de CityWay, par exemple, que j'avais cité, plutôt sur la partie finalement masse en bout de chaîne, si on utilise CityWay pour son masse, est-ce qu'on utilise aussi CityWay pour son référentiel? Ça peut faciliter les choses aussi. Donc voilà, c'est des liens ou des choses comme ça. Voilà. Malgré tout, il y a quand même cette notion vraiment qui est importante sur le non-enfermement. C'est pas parce qu'on utilise une solution qu'il faut absolument utiliser une autre. C'est tout l'intérêt des standards, hein. Et d'ailleurs, un truc qu'on remarque, je sais que ça avait été le cas en Pays de la Loire, où le référentiel de notes de Nantes va utiliser un outil d'Okina. La région Pays de la Loire aussi. Pourtant, c'est un flux NetEx qui sort du premier qui est éclairé par le deuxième. Donc vraiment, il y a des preuves d'utilisation de la norme entre des outils qui sont pourtant les mêmes, alors qu'ils auraient pu avoir une solution de simplicité s'ils le voulaient, quoi. Mais voilà, c'est un bon exemple. Donc plutôt évaluer l'humain finalement, hein, que la technologie. Moi, je suis développeur et pourtant je le dis tous les jours, hein. Donc voilà, c'était un petit peu mon opinion vis-à-vis de ça. Ok, donc je vous ai beaucoup parlé maintenant et je vous propose un petit peu d'entendre quelqu'un d'autre que moi. Euh, donc cet état, un petit peu cette présentation, il met en valeur deux choses, hein, la centralité d'un référentiel et du point d'action national. Et je vais donner la main à Brewen juste après pour nous en parler un petit peu plus dans les détails de ça et des usages du coup qui passent beaucoup par des référentiels. Et donc ce sera intéressant d'entendre un petit peu les retours d'expérience de la mise en place de ces référentiels via ces outils-là, mais on est surtout intéressé par la mise en place du référentiel par nos autres intervenants. Euh, hop, hop, hop. Brewen, je te laisse prendre la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Est-ce que je partage mon écran ou tu fais? Ouais, je veux bien que tu le fasses, comme ça ce sera plus Eh facile ben, pour toi et qu'il impeccable. n'y aura pas de délai, si ça ne te dérange pas. Normalement, Voilà, tu on as les devrait droits. apercevoir mon second écran. Je sais pas si c'est OK. Alors là, je vois rien pour le moment, moi.
Ah oui, j'oublie à chaque fois qu'il faut appuyer sur le petit bouton partager en bas. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et je vais mettre en grand écran. Voilà, normalement tout est nickel. En tout cas, bah, Ouais, merci en tout cas de me donner la parole pour pouvoir présenter alors, très brièvement le PAN. Parce que je vais surtout m'attarder sur les outils qu'on met en place pour pouvoir justement aider à la publication et à l'utilisation des données selon les standards vraiment que tu as évoqués du Alex en introduction. Très brièvement, effectivement, comme je l'ai dit, donc transportdata.gouv.fr, en gros, c'est inscrit dans l'ouverture des données du règlement européen MTIS, qui oblige les producteurs de données à publier leurs données de transport dans des standards spécifiques. Et en fait, cette ouverture de données doit se faire sur des points d'accès nationaux qui sont créés par chaque État membre. Et donc en France, pour le point d'accès national multimodal, c'est transportdata.gouv.fr, donc c'est officiellement marqué dans le code des transports. Et pour information, il y a aussi un point d'accès routier qui est Bison Futé, donc là qui correspond à l'autre règlement, le règlement RTTI. Concrètement, le point d'accès national, c'est une plateforme open data qui permet en fait de publier, utiliser des données de mobilité, donc soit quel que soit le mode de transport, mais aussi quelques catégories d'infrastructures comme l'aménagement cyclable ou le stationnement cyclable par exemple. Et ce sont des données effectivement publiées dans des standards définis. Alors là, pour le matérialiser, je vais juste vous demander de regarder donc le schéma qui est en bas. En gros, le producteur de données qui dispose des données dans des standards comme GTFS, RT, GTFS, GBFS, etc., NetEx, il publie ces données sur data.gouv, donc qui est la plateforme nationale. Et en fait, ces données, ça y crée une page de données. Et donc nous, transport-data.gouv, on va analyser la plateforme data.gouv et on va importer les données. Donc on va faire un fit. Donc on récupère juste les données qui sont effectivement dans des standards spécifiques pour que derrière, nos réutilisateurs, donc que ce soit les services d'information, style Google Maps, Transit, mais aussi c'est des données qui peuvent être utilisées pour des statistiques par les collectivités universitaires, bon, ça va être utilisé de manière assez facile. Alors, un petit détail, c'est qu'effectivement, quand on dit l'ouverture des données par règlement MTS dans des standards qui ont été évoqués, on s'inscrit sur un temps qui est très long. Et en fait, nous, on a une seconde mission que c'est matérialisée par les logos qui sont juste en bas. C'est en fait le point accessible accompagne les producteurs, mais aussi les utilisateurs de données sur l'utilisation des données dans ces différents standards. Alors, ça passe effectivement par un peu je veux dire, du SAV. C'est du relationnel avec les producteurs. On va essayer de les accompagner le mieux possible par échange de mails ou intervenir directement. Mais on participe aussi aux différents instants de normalisation, notamment par le GT7 qui s'occupe du profil France des textes et de Siri, peut-être des choses comme ça. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on développe énormément d'outils, qui soient automatiques ou qui soient faits à la main, pour les producteurs et utilisateurs de données, effectivement, pour les aider dans leur mission de publication et de réutilisation. Alors, ces outils, on peut les catégoriser dans deux, trois, selon ce que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils qui sont utiles en amont de la publication, d'autres qui vont être là lorsque les données sont publiées, j'y reviendrai juste après, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qu'on développe qui sont après la publication, qui permettent en fait d'avoir une certaine continuer le cycle de la donnée pour qu'il y ait en fait une interaction entre producteur et utilisateur et qu'il y ait des véritables échanges pour que les données soient toujours à jour et qu'il y ait en fait, qui respectent le maximum les standards. Alors vraiment, là, j'ai resté sur cette première diapo en amont. Donc nous, on a effectivement, on se dote la mission d'aider les producteurs à produire des données dans les standards définis. Et une des premières actions qui est toute simple à mettre en place, c'est que en fait, le point exceptionnel, on se place comme un centre de ressources pour aiguiller les producteurs, tant pour qu'ils aient les bonnes informations, pour qu'ils puissent publier les données dans les bons standards. Alors, vous avez la page norme.transportdata.gouv.fr qui est en fait gérée conjointement justement avec le GT7 et qui en fait recense le profil France de NetEx et de Siri. Donc, c'est une page officielle. Et dès que c'est publié sur cette page-là, ça vaut pour norme, donc ça a un statut légal. Et vous avez aussi donc là une page qui est gérée uniquement par le point accessoire, donc c'est doc.transportdata.gouv.fr, donc ça fait des nouvelles extensions. Et là, effectivement, on se place comme un centre de documentation au set de l'information qu'on va mettre nous-mêmes. Donc, il y a par exemple une partie pour décrypter la réglementation, pour dire de manière très simple, bah, qu'est-ce qui est attendu, quels sont les standards qui sont autorisés, etc. On apporte aussi des précisions techniques sur certains standards, notamment des fois on essaie d'aller le plus loin possible quand on peut.
À titre d'exemple, là, nous avons publié une page sur les données tarifaires pour publier en GTFS FAIRS la version 1. Et donc là-dessus, on a publié une page de données où en fait, on va expliquer ce que c'est cette spécification. On va notamment apporter des informations selon différents types de cas d'usage, donc différents types de tarification. On a même aussi des fichiers d'exemple qui sont pré-remplis et prêts à être intégrés dans des GTFS à disposition des producteurs. Donc, c'est par exemple, c'est un exemple d'accompagnement qu'on peut faire dans notre documentation. Et effectivement, on fait aussi le lien vers les ressources officielles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir juste l'information essentielle et qui soit officielle. Ensuite, le cœur, on va dire, de notre action, c'est effectivement tout ce qui est outils de validation. En amont de la publication, on met à disposition des producteurs un certain nombre de validateurs qui permettent justement de valider différents standards, donc GTFS, GTFS-RT, mais aussi les schémas de données de Data.gouv, comme par exemple le schéma aménagement cyclable, qui en fait, on reprend le validateur de Data.gouv qu'on intègre dans notre plateforme. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir en fait valider la donnée en amont pour éviter qu'il y ait après, derrière, des échanges entre producteurs et utilisateurs. Et effectivement, que dès que la donnée est publiée, mise en ligne, bah, que du coup, leur utilisateur puisse vraiment bénéficier d'une base de données de qualité. Et là, pour information, on est en train de développer le validateur Netex, donc c'est en cours de déploiement. Et notamment, ce validateur, lui, va pouvoir prendre en compte les spécificités du profil France. Donc, tu en as parlé juste avant, Alex, en introduction. Effectivement, il y a certaines spécificités. Donc, du coup, on est en train d'implémenter les règles. Et donc, on espère d'ici les prochains mois que ce validateur soit vraiment à disposition et qu'il puisse valider l'ensemble des différents sous-profils de Netex et Siri. Et dernier point sur cette partie-là, alors c'est un peu secondaire, mais ça joue quand même, hein, je trouve, sur la standardisation, c'est qu'en fait, on propose des services spécifiques pour aider à la diffusion des données en temps réel. Par exemple, pour le Siri, on a un requêteur Siri, donc en gros, ça permet de tester votre URL. Le point social, lui, il va générer la requête comme un utilisateur l'aurait fait. Effectivement, ça permet de voir est-ce que le flux est découvrable, est-ce que du coup, il n'y a pas d'erreur 405 ou 400 qui empêche d'accéder à la donnée. Effectivement, la réponse aussi, est-ce qu'elle est bien structurée, etc., etc. Donc, il y a quand même voilà, des fonctionnalités qui permettent justement de voir est-ce que du coup, le flux est découvrable et effectivement bien standard à ce qui est demandé. Et aussi, dernier point, pour le GTFS-RT uniquement, en fait, on met en place un serveur proxy. Alors, c'est plus un accompagnement auprès des producteurs, mais en gros, l'idée de ce serveur proxy, c'est qu'en fait, les producteurs nous envoient leur URL et nous, en fait, on va juste requêter dessus. Et après, nous, la réponse, en fait, est rediffusée à tous nos utilisateurs. Ça permet en fait finalement de supporter la charge du serveur. Mais en échangeant avec les producteurs, effectivement, ça oblige que derrière, le flux soit bien respecte bien les standards, qu'il n'y ait pas de problème de filtre, par exemple IP, des choses comme ça. Donc, c'est un peu secondaire. Ça participe quand même à la standardisation, finalement, des flux en temps réel. Ensuite, une fois que la donnée est publiée, il y a tout un ensemble d'outils qui se mettent en place sur le plan national qui fonctionnent automatiquement. En fait, on va analyser les fichiers et après mettre l'information sur la qualité des fichiers. Alors, il y a un peu deux niveaux. Un premier niveau, finalement, on met des indicateurs qui sont essentiels pour comprendre si le jeu de données est accessible et est-ce que la donnée, finalement, elle est à jour ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de dire au utilisateur, est-ce que je peux exploiter la donnée ou pas du tout. Là, c'est vraiment une première base. Qu'effectivement, on a développé certaines fonctionnalités, mais on a aussi repris d'autres de Data.group qui étaient déjà sur leur site, mais du coup, l'a présenté d'une meilleure manière pour qu'on ait l'information à première vue. Et on a aussi un deuxième niveau de validation. Là, du coup, on va vraiment dans la donnée. Et là, on va regarder le contenu de la donnée. Donc, effectivement, par exemple, en GTFS, le nombre d'arrêts, on va essayer de visualiser les lignes sur une cartographie dynamique. Donc, des choses assez intéressantes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi, on fait un rapport détaillé sur les erreurs. Et on va aussi catégoriser les erreurs selon leur degré d'importance. On va avoir des erreurs bloquantes. Par exemple, pour un GTFS, il va manquer un fichier qui est important. Pour le nettext, le schéma XSD n'est pas forcément respecté à 100%. Mais aussi, en fait, avoir des erreurs information. Par exemple, il y a deux erreurs qui sont doubles. En soi, c'est pas très grave, mais c'est juste que du coup, pour utiliser les données, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour matérialiser ça, j'ai fait une démo, en fait. Donc là, par exemple, on va regarder les données de Rochefort, par exemple.
Donc là, on va afficher les données statiques qui sont disponibles, donc en ETEX et GTFS. On va afficher la validation, l'indicateur de qualité. Et effectivement, on a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes. Là, pour le coup, je laisserai regarder de l'autre côté. Et là, on va être dans le détail des données. Donc, effectivement, là, quand je vous montrais, il y a les contenus des données. Qu'est-ce qu'il y a, toutes les d'accessibilité. Là, par exemple, vous avez la visualisation que je vous parlais juste avant. Et effectivement, le rapport de validation. Donc, sur ce jeu-là, en fait, il y a quatre arrêts en double. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont assez simples, mais qui vraiment est assez important pour les producteurs et les réalisateurs de données. Évidemment, ces fonctionnalités-là aussi, vous pouvez les retrouver dans l'API, puisque la plupart de nos utilisateurs utilisent notre API pour récupérer les URL des différents jeux de données. Et effectivement, dans cette API-là, vous pouvez aussi filtrer selon bah, la qualité des données. Est-ce que je veux uniquement, par exemple, les données qui ont de l'accessibilité des arrêts? Enfin, il y a plein de champs qui permettent de faire du filtrage et d'intégrer plus facilement les données, notamment pour les utilisateurs, donc, type calculateur d'itinéraire, et alors, finalement faciliter le travail. Et c'est vrai que quand on crée des fonctionnalités, des outils, on essaie d'avoir une logique métier et notamment, dans cet esprit-là, en fait, on a développé des espaces producteurs et réutilisateurs. Donc, c'est l'autre fonctionnalité importante, où du coup, on met tout un système de notification pour ces personnes-là. Et par exemple, pour le réutilisateur, ils peuvent recevoir, selon les jeux de données qu'ils mettent en favori, des notifications. Par exemple, le jeu va être bientôt expiré. Une notification pour dire, bah, le producteur a bien été averti que son jeu est expiré, donc du coup, il est probable qu'il va mettre à jour très rapidement. Donc en fait, il y a plein de notifications qui sont paramétrables, mais qui permettent finalement de faciliter la gestion des données, la gouvernance des données. Et notamment, tout ça, c'est basé effectivement sur des données qui sont standardisées. On ne peut pas faire ça sur tout type de données. Et enfin, pour finir, donc là, on est plus en aval de la publication. Une fois que c'est publié, on laisse pas, on va dire, les jeux de données comme ça dans la nature. C'est qu'effectivement, on essaie de favoriser l'interaction entre producteurs et réutilisateurs de données, parce que je trouve il y a un certain cercle vertueux dans ces échanges-là qui permet en fait d'améliorer la donnée en continu et que du coup, avec ces échanges-là, ça permet de garder une qualité de la donnée qui est vraiment top et du coup d'améliorer en fait la donnée standardisée et donc l'information voyageur qui est vraiment le bout du bout de la chaîne. Alors, très basiquement, on a effectivement un espace de discussion public entre producteurs et utilisateurs, mais ça, c'est déjà une fonctionnalité qui était dans Data.gouv qu'on a réimportée sur Transport Data.gouv, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça permet de remonter publiquement en fait soit les erreurs, et donc du coup, ça va de dire à d'autres utilisateurs, ah bah tiens, ça a déjà été remonté, donc j'ai pas besoin de contacter le producteur, par exemple. Ça permet aussi de demander d'autres informations, par exemple, quand est-ce que tel producteur va mettre en ligne les données en temps réel. C'est des choses assez intéressantes, même si des fois, à certaines limites, parce que ça suppose que les producteurs soient réactifs à ces discussions, et des fois, c'est pas toujours le cas, donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais ça a comme certaines limites. Et là, du coup, depuis cette année, on a fait une fonctionnalité qui est un peu expérimentale, donc c'est le pilote de repartage de données GTFS. On souhaite continuer dessus et mettre ça vraiment de manière généralisée. Alors, c'est une expérimentation qu'on a fait surtout avec Google. En fait, leur utilisateur, Google, lui, il modifie les données. Par exemple, il va relocaliser un array, il va rajouter certains éléments, etc. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, Google puisse, pour certaines ORM, repartager la donnée en privé, donc via les espaces que je vous ai cités précédemment. Et en fait, ça permet en fait au producteur, lui, de prendre en compte les modifications ou pas. Et pour ça, on a un outil qui s'appelle GTS Diff, notamment qui est aussi accessible à tous. Vous pouvez le retrouver facilement sur Paris National. Là, vous avez un exemple à droite, par exemple, sur le jeu de données qui a été republié. Bah, le réutilisateur a finalement enlevé certaines lignes dans le GTFS, dans stops.txt. Il a supprimé d'autres, il a modifié 99 lignes, etc. Il a aussi changé la couleur des routes, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, l'AOM, à la fin, puisse avoir le mot pour dire est-ce que je prends en compte les modifications ou non. Et l'idée, c'est vraiment d'en fait d'avoir un repartage à donner pour que du coup l'AOM ait la main à la fin et que du coup celle qui est publique, que ça fasse en fait office de validation auprès de l'autorité concernée. Et donc l'idée aussi de cette chose-là, c'est que il n'y ait pas de repartage à donner de tous les côtés, c'est effectivement qu'il y ait un peu comment dire, une instance, une gouvernance centralisée pour qu'il y ait un réseau, un jeu de données qui soit fiabilisé. Ça c'est important. Et pour finir, en lieu de conclusion, c'est un peu le message qu'on met là. En fait, le plan accessionnel, hein, on se qualifie un peu comme une médiathèque, parce que d'un côté, on référence les données
standardisés, qui sont de certaines qualités et qui, voilà, respectent les standards GTFS, NetEx, Siri et tout ce qui est important pour les utilisateurs des données. Mais aussi derrière, on a une grosse mission d'accompagner le plus possible auprès des producteurs et des réutilisateurs, quel que soit finalement l'étape de publication, que ce soit en amont, pendant ou après. Et pour ça, effectivement, on continue à développer des outils et l'année prochaine, je vous invite du coup à rester, à nous suivre, notamment sur notre actualité, parce qu'effectivement, on aura d'autres choses à vous proposer au fur et à mesure des années. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci, Brewen. En tant que grand utilisateur de la documentation de Transport Data Gouv, je ne peux que féliciter les efforts, en tout cas, de partage. Elle est très très bien écrite et si vous ne l'avez pas consultée, c'est une mine d'or d'informations. Donc, je vous invite à y aller. Sachant que la documentation, elle a quand même certains écueils. On sait que des fois, c'est mal organisé. On est en train de retravailler ça au fur et à mesure, au fil de l'eau, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'aller dessus. Mais en tout cas, dès qu'on peut, on rajoute de la doc et on essaie de faire ça de manière didactique, en fait, pédagogique, pour que ce soit compréhensible par tous. Ok, merci. Je vois une question dans le chat, mais je pense que je préfère passer les autres présentations d'abord et ensuite prendre les questions après pour Ça m'assurer marche. qu'on respecte le temps. Euh, donc, merci en tout cas pour cette intervention qui nous parle un petit peu de cette étape centrale finalement au niveau des données. L'étape en amont, du coup, juste avant l'établissement de référentiels est aussi une étape évidemment importante. Je propose du coup de donner la parole peut-être à Jérémy si tu es là avec nous. Oui, oui, oui. Alors, bonjour à tous. Si on me voit là? Non? Si, on me voit, c'est bon? Ouais, Ok. Alors, en fait, j'ai plusieurs écrans, donc quand je vais les présenter la slide, je regarderai par ici. Vous m'excuserez. Alors, partager. Tac. J'imagine que ça doit être ça. Non. Si, c'est bon. Voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran. ouais, c'est bon. Alors, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu la façon dont on a intégré les différentes applications d'écosystèmes de transport dans notre cartographie SI dédiée à l'information voyageur. Donc, à l'origine de tout, on va avoir la conception d'offres ici, qui permet de récupérer un référentiel au format GTFS depuis notre outil Astuce, et ensuite de l'intégrer dans un agrégateur, donc en l'occurrence ici c'est chouette, pour ensuite pouvoir utiliser cette donnée un petit peu partout. Euh, à côté de ça, on peut avoir besoin d'avoir des enrichissements tels que des informations qui ne sont pas présentes dans le GTFS lorsqu'il sort d'astuces, typiquement les adresses, des codes complémentaires. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai un cas un peu plus spécifique sur la slide suivante. Une fois qu'on a tout agrégé dans cet outil, on peut alimenter différents réutilisateurs. Donc tout d'abord les référentiels IDFM, que ce soit référentiel arrêt, ligne, d'offres, ou pour plus tard, on parlera aussi pour la partie droite du temps réel. On peut alimenter nos propres médias. Alors en Île-de-France, on fait partie encore des rares à avoir nos propres médias au niveau des RATP-Cap. Alors ce ne sont que des pages QR code présentes au point d'arrêt. On vient scanner, on est redirigé vers une page QR code qu'on gère de notre côté. Sinon, la plupart du temps, les autres opérateurs sont obligés de passer par les médias disponibles par Île-de-France Mobilité. Exception faite pour RATP Maison Mère et pour Transilien. Enfin, on a aussi une réutilisation interne de nos données dans un data lake, dans d'autres applications qui nécessitent de pouvoir restituer de l'information voyageur, tels que les logiciels d'antifraude. Donc ça, c'était la partie théorique. Passons à la partie temps réel. Donc pareil, on va avoir des enrichissements divers. Typiquement, lorsqu'on a une géolocalisation qui n'est pas forcément de très bonne qualité dans les véhicules, on pourra apporter via API des enrichissements plus fréquents.
Donc, plutôt que d'avoir un refresh à toutes les 20 secondes de la position, on pourrait passer à 5 secondes via les petits boîtiers qu'on aurait installés dans les véhicules. On aura bien sûr le SAEIV qui lui vient alimenter en horaire de prochain passage, la position si on peut l'exploiter directement, et, euh, et puis bah, l'information d'exploitation telle que les décalages horaires, suppression de dessert, suppression de course. À côté de ça, on a aussi mis en place un outil de saisie d'informations perturbées qui vient compléter les données présentes côté SEIV. Donc, lorsqu'on a une perturbation avec une suppression, on pourra venir compléter via cet outil avec un message qui sera diffusé au niveau des référentiels Île-de-France Mobilité et sur les médias. Encore une fois, ici, on vient alimenter IVTR côté IDFM, donc la plateforme qui centralise tous les flux Siri. On vient alimenter nos propres médias pour mettre à jour l'offre qu'on avait chargée par ailleurs et pour des statistiques internes ou même d'ailleurs dédiées à l'exploitation, on vient réutiliser les actualisations des horaires temps réel. On a dit qu'on faisait des questions après, alors je vais passer à mon cas d'usage. Euh, alors un cas très concret qu'on a dans l'Île-de-France, c'est que la plateforme temps réel n'utilise pas tout à fait le même format d'identifiant et les mêmes identifiants d'ailleurs que la plateforme théorique. Donc, Hibou va fonctionner avec des arrêts qu'on appelle les arrêts particuliers, qui sont rattachés à un opérateur uniquement, qui ensuite derrière sont rattachés à des arrêts référents, qui eux peuvent être rattachés à plusieurs opérateurs, et ensuite à un mode de transport. Côté IVTR, on n'aura que la notion de quai ou de boarding point, en fonction de l'usage, rattaché à une zone de lieu qui va être l'arrêt commercial ou l'arrêt commercial multimodal. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce fonctionnement parce que ce n'est pas forcément très pertinent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va adresser plusieurs niveaux en fonction du référentiel. Notre outil, chouette, nous permet de venir enrichir les informations et de modifier ces codes en fonction de l'usage qu'on veut avoir au niveau de nos consommateurs. Donc, transformer un quai particulier en quai de référence via l'association qu'on fait depuis ICAR, donc ICAR étant le référentiel des arrêts d'Île-de-France Mobilité, on vient récupérer l'ensemble de la hiérarchie, on la synchronise chez nous et on peut redispatcher dès lors qu'on le spécifie dans nos configurations à tous les consommateurs celui qui va intéresser, enfin, pardon, l'identifiant qui va l'intéresser par rapport à lui ce qu'il a besoin de consommer comme données, y compris par rapport aux exports que je n'ai pas fait figurer ici, puisque c'était plutôt pour la partie IDFM, mais on peut venir exporter plusieurs types de données et plusieurs types d'identifiants pour chaque réutilisateur. Typiquement, un deuxième cas que je n'ai pas fait figurer ici, Île-de-France Mobilité a mis en place une instance de Swiftly qui est disponible pour nous sur nos réseaux historiques. Et en fait, elle nous permet de pouvoir faire des rapprochements entre ce qu'on a en offre théorique et ce qu'on a en offre temps réel. De leur côté, ils ont instancié nos données au format GTFS, qui était plus simple parce qu'ils ont toujours traité du GTFS, et ils viennent d'interroger notre serveur Siri, notre concentrateur, pour récupérer ces données et vérifier qu'est-ce que ça donne côté exploitation. Et donc, ça nous permet de pouvoir améliorer notamment les temps de parcours sur certaines lignes où ils peuvent être très dégradés. On peut prendre l'exemple de Saclay, où en fin de compte, il y a quelques véhicules qui passent par des axes très, très bouchés. Ça permet de pouvoir un peu mieux estimer les temps de parcours, d'autant que ça peut très vite évoluer en fonction de la météo. Pour moi, j'ai terminé. Je pense que j'étais très rapide, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à la fin, je pourrais vous répondre. Ou même sur le chat en parallèle. Je rends la Merci, parole. merci Jérémy, rapide et efficace. En tout cas, c'est un bon exemple. Je suis ravi de voir dans l'exemple que tu nous cites un petit peu aussi cette fusion entre temps réel et théorique. Tout à l'heure, moi, dans mon introduction, je parlais du fait que c'était souvent assez séparé entre les deux. Mais je trouve que l'exemple que tu viens de nous présenter est assez parlant
sur le fait que refaire le lien finalement entre les deux et même deux sources différentes, ça a ses avantages et ça permet finalement d'une amélioration à la fois de la donnée mais de l'offre qui est aussi derrière. Donc, donc c'est top. Merci pour cet exemple et pour nous montrer finalement que même côté opérateur, hein, il y a une vraie complexité de fusion, de rassemblement, de nombreux référentiels. C'est vrai que je ne mettais pas le référentiel IDFM dans ma liste, mais c'en est évidemment un. Pour faire un petit peu la transition, d'ailleurs, dans le même rôle finalement d'un référentiel agrégateur qui est IDFM et qui est une AOM, côté région Bretagne, on a aussi ces travaux de fusion et de référentiel. Et donc, je vais laisser la parole à Laura Roulier pour nous présenter tout ça. Merci Alex, bonjour à tous et à toutes. Juste pour alors je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Alors juste pour me présenter en quelques mots, du coup, je travaille à la région Bretagne au service mobilité et digitale de la direction des transports et déplacements. Et donc j'ai 2 missions. J'ai une mission, je suis en charge de certains projets, de distribution, donc tout ce qui est vente des titres de transport et une autre mission, alors qui pourrait être décorrélée, mais finalement ça aide, ça crée une passerelle, c'est celle je pilote donc du coup le référentiel, de transport, unifié du réseau Bresgo, donc qui est le réseau de la région Bretagne. Hop. Alors que ce qui est en fait qui a été le plus long pour nous, c'était surtout de toute la partie, en amont du déploiement, parce qu'au final, le déploiement, c'est pas ce qu'il y a de plus, complexe et le plus long, c'est surtout de se structurer. Donc pourquoi on en est venu aussi à avoir ce projet? Alors c'est un projet, qui date quand même de long terme, mais on n'a jamais mis les moyens derrière et là, il y a pas mal de choses qui ont fait qu'il a fallu, concrètement, s'y mettre. Donc on a une multitude de systèmes et je pense que c'est à peu près la même chose pour les autres AOM, hein. On a un calculateur d'itinéraire, on a des systèmes billettiques qui sont aussi différents entre scolaires, interurbains. On a des systèmes de distribution, on a actuellement en place un M-Ticket et bientôt une future boutique en ligne. Et on a tout ce qui est ASA-UV à bord des véhicules. Donc tous ces systèmes, ça va nous donner des sources différentes. Et ça va créer en fait un peu des incohérences puisque tous ces systèmes, ça va créer des référentiels qui n'ont jamais été unifiés et donc on va avoir des incohérences au niveau, des informations qu'on communique à l'usager et ça va aussi créer aussi des dysfonctionnements, notamment au niveau des identifiants. Et donc l'élément déclencheur qu'on s'est dit: «Bon, bah, maintenant il faut vraiment s'y mettre», c'est tout ce qui est déploiement de notre billettique et de la vente en ligne. Donc sur le réseau, Bresgo, on met en place, la billettique, donc on a une carte billettique notamment. Donc il y a le réseau billettique au niveau du TER et on va équiper tous nos cars, interurbains et donc il faut que la donnée, elle soit qualitative pour que tout fonctionne bien et qu'on puisse bien vendre ensuite dans la boutique, tous nos titres pour les bons trajets. Donc c'est surtout ça qui nous a fait, déclencher, ce projet, même si, ça faisait longtemps qu'on y pensait. Et peut-être vous dire que c'est souvent en tout cas dans la collectivité, la région Bretagne, c'est un projet en sous-marin, donc c'est aussi pas mal de diffusion, de pédagogie à apporter pour dire qu'il faut des données qualité pour ensuite donner un meilleur service à l'usager in fine. Juste pour vous présenter du coup, le réseau Bresgo, donc il y a 3 modes de transport différents avec, pas mal d'opérateurs et donc avec des outils métiers différents, donc des sources de données, différentes. Donc on a le TER, donc qui est pour l'instant chez nous en tout cas, le seul opérateur c'est SNCF. Le car, on a plus d'une vingtaine d'opérateurs avec des outils métiers différents ou sans outils métiers. Alors quand je parle d'outils métiers, c'est ceux qui vont pouvoir modéliser l'offre, de transport GTFS ou NETEX. Et les bateaux, donc on a 4 opérateurs différents et donc là, ce qui est important, c'est qu'on a des opérateurs qui sont capables de nous fournir un GTFS et d'autres qui ont besoin d'un outil pour le modéliser parce qu'ils l'ont pas. Donc c'est aussi ça qui nous a fait, choisir un outil qui est capable de modéliser aussi, l'offre.
directement sur l'outil. Comme je vous le disais, ce qui est le plus long, c'est vraiment la tâche en amont, c'est cadrer bien le projet, mobiliser les bonnes ressources, se structurer en interne, pour ensuite faciliter toute la phase, de déploiement et d'exploitation. Donc nous, de notre côté, donc Alex le disait, c'est qu'il faut se faire accompagner. On s'est fait accompagner, par un par un bureau d'études. Donc on lui a donné une mission qui était de l'ordre de 6-7 mois de mémoire, avec 3 missions principales. Donc il y avait tout d'abord spécifier le référentiel, donc c'est ça, c'était, définir les besoins, les contraintes, donc en fait, c'est l'expression de besoin qu'on va avoir. Il nous a aussi aidé à choisir, entre les différents industriels et ensuite on a pu avec lui, initier l'outil. C'est aussi une phase importante puisqu'une une f on a un premier cas d'usage qui nous permet d'initialiser pardon l'outil, donc pas faire les premiers paramétrages et ensuite en fait c'est assez rapide, sur le reste, du réseau. Et en interne aussi, c'est assez important et il faut vraiment pas le sous-estimer, c'est d'avoir vraiment les bonnes ressources. Donc un chef de projet qui est pilote, du projet, et ensuite un certain nombre de référents. En fait, c'est les référents sur les différents, sur les différents, consommateurs. Pardon. Sur le périmètre qu'on a défini, on a vraiment priorisé sur le car et le bateau. Le TER, en fait, il y a déjà, des données qui sont en ligne, donc c'était vraiment priorisé sur un périmètre restreint. Et ensuite, on a défini des objectifs, donc intégrer des bases de données, garantir surtout l'unicité des données, puisqu'il fallait qu'on fusionne l'ensemble des données et avoir, des identifiants uniques. Administrer, générer et enrichir, donc là, on avait beaucoup de demandes d'enrichissement, que certains transporteurs n'arrivaient pas à faire, enfin ne pouvaient pas faire sur leur outil métier, donc ils voulaient enrichir, sur, l'outil qu'on a mis en place. Consulter la donnée et constituer le référentiel et bien sûr, alimenter les systèmes, dans des formats, normés. Alors c'est principalement du GTFS, hein, on pourra en revenir, mais nous on n'est pas prêt au niveau de NETEX, donc c'est surtout du GTFS. Et sur la mise en application, comme je vous disais, on s'est surtout focalisé sur les cars interurbains et les bateaux et on s'est limité pour l'instant aux données théoriques, donc on n'a pas encore de temps réel. Pour vous donner une idée, ça c'est vraiment le schéma cible qu'on n'a pas encore forcément atteint, mais qu'on a, en tête, enfin en tout cas en vraiment, comme objectif, c'est d'avoir vraiment notre outil centralisé, alors qui est encore une fois chouette, donc on va faire un peu de pub, pour cet outil qu'on utilise. L'idée c'est d'avoir, la possibilité d'importer depuis des outils métiers, mais aussi de pouvoir saisir manuellement comme je vous l'ai dit. Ensuite, c'est d'alimenter vraiment tous les systèmes dont j'ai parlé, au tout départ, donc le système billettique, l'open data de la région qui vient ensuite, alimenter l'open data national, le PAN, notre calculateur d'itinéraire, pardon, la boutique. Donc c'est vraiment quelque chose de central et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a montré l'importance d'avoir d'avoir des bonnes données qui alimentent vraiment tous les systèmes. Au niveau du déploiement, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai au niveau de la gestion projet quand on va choisir, l'outil, cadrer, définir, bien se structurer, mais c'est aussi vrai sur la partie exploitation. Il faut bien définir les rôles de chacun en amont. Donc il y a un pilote, du référentiel, qui va administrer et qui va être responsable de l'exploitation. Donc administrer, c'est créer les espaces, configurer les imports, les exports vers les consommateurs, définir aussi les processus, d'exploitation. Donc là, on parlait tout à l'heure, de profil, mais c'est vrai qu'il y a comme un profil breton peut-être et c'est un petit guide pratique sur, les spécificités, alors on reste dans le standard, mais c'est vrai qu'on demande peut-être des choses peut-être plus spécifiques, à répondre en tout cas sur la partie, bretonne. Pardon. Ensuite, on a tout ce qui est, les services, qui sont vraiment responsables de l'offre et qui sont responsables de l'offre contractuelle avec les opérateurs.
et on va vraiment s'appuyer sur eux pour, on va dire, pour bien mettre en place, l'outil. Donc, on parlait des DSP, c'est super important que dans les DSP, on donne cette responsabilité aux opérateurs pour vraiment qu'ils se responsabilisent, en fait, sur leurs données, la qualité des données et qu'ils sachent que derrière leurs données sont vraiment utilisées vers l'usager. Bon, j'en ai parlé, mais des transporteurs et bien sûr tout ce qui est services tiers, et bien les calculateurs d'itinéraire, la boutique, mais d'autres services tiers, aussi qui pourraient utiliser ces données. Au niveau du déploiement du coup, donc il y a quelques concepts de chouettes. Alors je crois j'ai vu quelqu'un d'en route, qui est là, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. Mais en gros, c'est assez simple, hein, il y a un groupe de travail chacun avec, tous les espaces de travail. Donc dans un espace de travail, en fait, ça va être, un bout du réseau, en fait, ça va être un espace de travail par opérateur et par contre là, c'est clôturé, chacun a ses données. Et par contre, chaque espace de travail va venir alimenter 3 référentiels, donc la ligne, les arrêts et la topologie. Donc ça, c'est assez important, c'est qu'en fait, tout le monde a accès à ces référentiels, mais par contre, seule la personne qui est propriétaire de ces données peut les modifier. Et ensuite, on a le cycle, classique de la donnée où on va importer la donnée, finaliser l'offre, dans son espace et cette offre finalisée, en fait, de chaque espace va être agrégée et c'est on va créer l'agrégation qui va ensuite exporter et utiliser par les consommateurs. Donc le processus, il est, voilà, il est ci-dessous. En fait, en vert, c'est principalement là où va intervenir l'opérateur. Donc au final, il y a plein de choses qui se passent avant et après. Tout ce qui est avant, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'initialisation, c'est-à-dire créer les accès, les paramétrages. Ensuite, le transporteur va alimenter, donc soit il va importer des données manuellement, soit il peut le faire automatiquement. Il peut enrichir son offre. Donc nous, on avait des besoins en termes d'interdiction de trafic local, d'accessibilité. Donc là, l'offre, elle est enrichie. Et ensuite, côté administrateur, mais l'opérateur peut aussi le faire, enfin la personne qui se charge des données côté transporteur. On peut aussi créer des jeux de contrôle, donc pour contrôler la qualité, des données en amont de l'agrégation. On a aussi des jeux d'instruction qui sont super intéressants puisque ça se fait automatiquement. Tout à l'heure, on parlait de rajouter des adresses, par exemple. Nous, on ajoute des zones tarifaires, donc ça nous permet de créer un lien avec notre tarification. Ensuite, on va agréger l'offre donc de tous les espaces, donc c'est-à-dire tous les espaces qui ont finalisé de l'offre, on va pouvoir l'agréger, puis le publier, soit via des URL, soit des exports, et en définissant notre fréquence de mise à jour. Donc ça, c'est super intéressant. C'est pareil, on peut, alimenter différemment, c'est ce qu'on disait juste avant. On peut alimenter différemment les différents consommateurs, en fait, des données. Juste pour vous donner du coup un retour d'expérience sur la partie déploiement, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on a un AMO, qu'on a lancé en mars 2024 et donc toute la phase d'étude, ça a duré à peu près jusqu'en septembre avec, bien définir notre besoin. Ensuite, choisir l'industriel. Nous, on est partis, avec la CATP, donc avec En Route pour l'outil Chouette. Et ensuite en septembre 2024, donc ça a été mis en place Chouette et ensuite ça a été un peu plus long pour le premier cas d'usage, donc notre premier département au niveau du CAR, puisque ça a duré quelques mois de septembre à la fin d'année. C'était vraiment ça nous a permis d'initialiser l'outil, d'éprouver un peu la structuration et comment on allait fonctionner, avoir les bons contacts et ensuite ça allait assez rapidement pour les autres, départements puisque ça s'est fait en 1 ou 2 mois et là, c'est en cours sur la partie 22 et on n'a pas encore fait tout ce qui est liaison maritime, sachant qu'à chaque fois, il y a une formation quand même à avoir et de la pédagogie à ramener aux transporteurs et ça, c'est vraiment pas sous-estimer la partie pédagogie pour vraiment qu'ils se saisissent du sujet, et voilà et c'est un suivi, de l'outil, quoi. Sur cette première année, donc je vous ai déjà commencé à faire une conclusion, mais c'est une organisation qui a été stabilisée puisqu'au départ, voilà, on avait quand même défini l'organisation qu'on voulait et ça a permis de l'éprouver et de la stabiliser. Donc ça, c'est super important d'avoir
peut-être des premiers cas d'usage et cranter les choses, pas tout faire d'un coup. Ça permet de bien se structurer. Donc on a pu intégrer les données CAR pour 3 départements sur 4, parce que nous, c'est en département que ça fonctionne, et on alimente avec ces données-là, en tout cas, notre calculateur d'itinéraire, donc le SIM, notre boutique et la billettique. Quand le 4e département sera là, l'idée, c'est aussi d'alimenter l'open data. Enfin, vous l'avez compris, c'est vraiment tous les systèmes, on voudrait qu'ils soient alimentés par la même base, en tout cas. Et par contre, il nous reste encore pas mal de choses à faire, donc intégrer les données manquantes, alimenter les autres tiers et surtout mettre en qualité la donnée. Là, l'idée, c'était surtout de faire adopter l'outil, de changer, en fait, la manière de faire, et là, il va falloir qu'on monte en qualité. Donc il faudrait que j'aille voir d'ailleurs la qualité des données sur le PAN, parce que je pense qu'elle n'est pas encore très bonne. Donc je pense qu'on n'est pas les mieux placés, en tout cas, encore, et qu'il y a des choses à faire. Et sachant, oui, qui est important, c'est que souvent l'amélioration de la donnée, c'est à faire au niveau de la source, donc chez les transporteurs, pour ceux qui ont un outil métier. Puisque c'est aussi c'est aussi des discussions à avoir avec les transporteurs, parce que ceux qui modélisent dans Chouette, ils vont avoir directement la main dessus, et nous aussi. Par contre, ceux qui importent, il faut que la donnée soit quand même qualitative dès le départ. Et ce qui reste à faire, et c'est un gros bout aussi, c'est monter en compétence sur le NetEx, puisqu'on n'y est pas du tout de notre côté. Donc ce qui est des avantages, en tout cas, peut-être des limites et problématiques qui nous restent encore à travailler. Donc les avantages, c'est l'autonomie de la région sur ces données. Ça veut dire qu'on sait directement, grâce à la visualisation qui est assez simple sur l'outil en question, on arrive à voir rapidement où sont les problèmes, pointer du doigt là où elles sont, et du coup accompagner les transporteurs pour modifier en tout cas la donnée. Et bien sûr, on est monté en qualité, même s'il y a encore pas mal de choses à faire, et surtout sur la partie unicité des données, puisqu'on a quand même là une vingtaine d'opérateurs au niveau du CAR. Donc c'était important d'avoir une unicité, en tout cas au niveau des identifiants. On a des contrôles qui sont simplifiés, comme je vous disais, les jeux d'instruction qui sont super intéressants pour nous, et qu'on met en place, et qu'on incite aussi aux transporteurs de rajouter s'ils veulent dans leur espace de travail. Nous, on a mis en place des jeux de contrôle et d'instruction à l'intérieur du groupe de travail, mais les opérateurs peuvent en rajouter s'ils veulent vérifier leurs données avant de la finaliser, et donc de nous l'envoyer, en fait. Et ce qui nous reste encore, enfin les limites en tout cas, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la partie pédagogique qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, et qu'il faut qu'on monte en charge, qu'on continue à faire, à diffuser l'information, en tout cas en interne auprès des transporteurs. Ça, c'est super important pour maintenir en fait le projet, et puis pour monter en puissance surtout le projet de référentiel. On a aussi un lien billettique qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore automatique totalement. Notre idée, ça serait d'avoir un import automatique sur notre système billettique, mais c'est pas encore le cas. Il y a des traitements à faire, parce que le système billettique en question, il est encore plus contraint, et donc même si le format est standard, il y a encore besoin de traitements manuels. Donc il y a du mieux, parce que du coup, il y a des traitements qui se font plus, parce que grâce à l'outil mis en place, mais il y a encore des traitements manuels qui sont obligatoires. Et puis les limites, enfin en tout cas ce qu'on a envie de faire, c'est sur le format NetEx, c'est d'avoir une expertise, en tout cas côté région. Et puis ça, c'était un peu sous forme de questions, mais savoir quelle est la volonté des transporteurs à s'en saisir, sachant que c'est une obligation. Mais en tout cas, les transporteurs, on a bien vu, même au niveau du GTFS déjà, sont pas au même niveau d'avancement. Et donc du coup, au niveau de NetEx, il va avoir aussi, je pense, un grand écart. Donc il y a encore du chemin en tout cas, mais on y va. Et je vous ai mis en avant-dernière slide, donc quelques verbatim en tout cas, pour rendre un peu plus concret la première année d'exploitation du référentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des producteurs, on a différentes remontées, mais des producteurs qui ont un outil métier, donc qui viennent juste importer la donnée, où là, c'est peut-être compliqué, parce que du coup, ils y vont pas souvent, peut-être 2 fois, 3 fois par an. Donc c'est compliqué de s'y remettre. Donc là, il y a un accompagnement souvent des transporteurs, parce qu'il faut réexpliquer comment ils fonctionnent, même si la documentation en ligne
d'un route, elle est très dense. Voilà, il faut des fois les accompagner. Et pour ceux qui l'utilisent, je dirais presque tous les mois, voire toutes les semaines, ils sont assez autonomes. Il n'y a pas vraiment de sujet. Voilà. Après, il y a peut-être des petites choses à améliorer. Donc ça, c'est intéressant aussi sur la gestion des tracés, sur les calendriers aussi. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, je vous partagerai. Mais en tout cas, on a quand même des retours très positifs sur la mise en place de l'outil, qu'il va falloir continuer à faire vivre. Et un petit point financier, pour certains qui ça intéresse. Donc du coup, au niveau de l'AMO, on a sur les 3 missions que je vous ai dites tout à l'heure, donc on a à peu près 50 000 € TTC, on a utilisé pour la partie accompagnement. Qui nous a vraiment permis, encore une fois, à nous structurer. Et c'est vraiment ce qui a permis, je pense, la réussite du projet, c'est d'avoir bien travaillé en amont la partie structuration, quelles sont les ressources, les rôles de chacun. Et ensuite, sur l'outil Chouette, bon, j'ai arrondi, mais j'ai repris, c'est des tarifs qui sont à la CATP, hein. Donc nous, on avait pris sur le premier bon de commande, qui était un test. Mais au final, on va pérenniser. Donc 1 an et 20 jours d'accompagnement, donc environ 60 000 €. Et puis là, on vient de lancer le deuxième bon de commande de 2 ans, avec un peu moins, enfin avec moins de jours d'accompagnement pour 2 ans, puisqu'on considère que maintenant la prise en main elle est faite et ça va être plus des sujets un peu plus spécifiques. Moi, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Laura pour ce retour, en tout cas très riche. Et c'est super d'avoir ce type de retour après une présentation très théorique que j'ai fait en introduction, puisque là, ça met vraiment en contexte finalement et en contexte réel et les défis et les succès que, que, que vous avez pu rencontrer au niveau territorial, quoi. Je pense qu'il y a énormément d'apprentissage ici. Enfin, moi, en tout cas, je le bois vos paroles. Je vois que l'heure, on touche à la fin de ce webinaire. Un grand merci en tout cas à nos intervenants aussi. Je parcours juste rapidement le chat pour voir si aucune question n'est restée sans réponse. Sinon, il reste 3 minutes. Hein, donc, si vous avez encore un petit peu une question en plus, n'hésitez pas à la poser à l'un de nos intervenants. Il me semble que vous avez été efficace, en tout cas, dans les réponses sur le chat, je vois. Je vois une main levée. Oui, on vous écoute, Nicolas. Bonjour à tous. Merci à monsieur Métayer et monsieur madame Roulier de ce point. J'avais mis dans le chat principalement aussi dans le cadre des travaux de l'Union internationale des télécommunications et de mon homologue Paul Harvey. Et on est en train de travailler avec Blueway sur un référentiel centralisé d'utilisation de l'ITS, donc les infrastructures de transport intelligent vers l'IA et le network, donc au sein du département du Loiret. Et j'aurais des questions plutôt vers monsieur Métayer directement au niveau national. Comment vous travaillez un petit peu sur ce nouvel référentiel que je peux vous donner en ce sens pour l'AOM du nouveau CERN orléanais que j'ai proposé, principalement entre l'aspect de la télécommunication, entre les matériels, je dirais les trains, et les infrastructures terrestres, c'est-à-dire tout ce qui est l'aspect du GTFS, qui permettrait vers une interopérabilité, vers un nouveau programme, comme l'équivalent de ce qu'on fait dans l'armée avec le programme Scorpion, entre l'interopérabilité entre le soldat, les véhicules et l'aérien. Est-ce que vous pensez que la centralisation et l'intercommunication avec l'arrivée de la 6G principalement aussi est utile, et d'avoir une centralisation plus simplifiée permettrait une avancée majeure pour les AOM, voire dans les cadres du futur des CERM qui est en train de tout lancement, en train de se mettre en place. Je vous remercie. Alors, une question effectivement assez technique, alors, avec comment dire, des paramètres qui m'échappent à mon niveau, pour être tout à fait honnête. J'ai envie de dire que pour l'évolution des standards et justement l'interopérabilité entre les différents standards qui existent,
va plutôt se jouer au niveau des groupes de normalisation, que ce soit par exemple Omity Data pour GTFS, mais aussi NetEx côté GT7, qui est un sous-groupe du CEN 03. Donc là-dessus, effectivement, il y a des travaux, je suppose, qui sont faits souvent avec d'autres standards. On est souvent contacté pour mettre en lien justement tel standard et tel standard, pour qu'effectivement les données de transport ne soient pas uniquement cantonnées à au domaine des transports, mais que ça puisse servir d'autres domaines. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a notamment des points communs, je pense, à développer. Il y a pas mal de choses, beaucoup de travaux intéressants. Mais là-dessus, je peux pas vous répondre vraiment très précisément sur l'avenir de ces évolutions. Merci, Brewen. Une question donc à explorer. Euh, Alors peut-être que côté FAMO, vous avez peut-être des idées, remarques. Je sais pas. Dans l'ensemble, hein, quand on parle de ces nouveaux réseaux ou de ces nouvelles technologies autour de l'IA et aussi des nouveaux réseaux, il y a quand même une différenciation des mondes. Hein. Donc c'est vrai que généralement, on reste dans le monde des transports et des données de transport jusqu'ici. Il y a peu de liens qui sont effectivement créés. Donc je botte aussi un petit peu en touche, hein, comme toi, Breven, sur, sur les fusions entre les choses, entre Parce que dans les notre différents. manière de faire côté Paris Station, on se concentre surtout sur notre mission d'avoir de la donnée disponible en quantité et que déjà ça respecte les standards déjà actuels. C'est déjà en fait un enjeu majeur pour actuellement et donc c'est vrai qu'on est plutôt là-dessus avant d'aller beaucoup plus loin sur d'autres développements, notamment des annexes. Je sais qu'on est aussi sollicité notamment pour faire le lien entre les données de transport avec, par exemple, le tourisme, des choses comme ça. On a souvent des sollicitations à droite, à gauche par d'autres institutions, et c'est vrai que c'est une question qui se pose, mais je pense que ça ira dans un second temps, dans les années à venir, mais peut-être pas, c'est peut-être un peu trop tôt aujourd'hui. C'est peut-être, après, mon avis à moi, personnellement, mais personne n'aura des avis sur mon contraire. Merci. Eh bien, merci à tous d'être là. Merci à nouveau à nos trois intervenants de leur participation et de leurs efforts de préparation aussi. C'est toujours non négligeable, donc félicitations. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions, je peux vous partager peut-être la dernière slide qu'on avait avec nos contacts. Voici, si besoin. On se donne rendez-vous en tout cas pour un prochain webinaire d'ici la fin de l'année, normalement, un dernier avec la Fabrique des mobilités. Donc, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais je vous invite à de continuer de nous suivre pour avoir les détails et on vous partagera le contenu très vite de ce webinaire d'aujourd'hui aussi. Merci à tous et une bonne journée. Merci, au revoir.